dans cette crise gigantesque, qu'a fait mon gouvernement? D'abord, il s'est trouvé aux prises avec l'anarchie universitaire et avec les cortèges brise-tout d'étudiants et d'autres éléments qui dressaient des barricades, qui lapidaient la police, qui allumaient des incendies partout. Eh bien, mon gouvernement est resté maître de la rue, en limitant les blessures. Et je dois dire à ce sujet, je dois dire très haut, que les forces de l'ordre public ont fait, et ont fait très bien, leur devoir tout entier. Alors les éclats de grenades aussi partout à la tête, aux jambes aussi, des coupures de veines, vous savez. Mais est-ce que vous êtes suffisamment organisé là pour pouvoir faire face à tous les gens qui arrivent? Oh ben écoutez, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, vous verrez que... Ça a l'air d'être bien organisé, mais vous avez improvisé ça ce soir ou c'était prévu? Ah non, c'était prévu depuis longtemps, oui. C'est-à-dire depuis surtout la nuit de vendredi où nous avons dû faire face à une organisation importante si nous voulions. Mais ce sont les étudiants qui s'occupent de ça ou alors Oui, vous bien avez... sûr, oui, ce sont les étudiants. On a réservé des salles tout de suite pour des dortoirs et pour des infirmeries, enfin. Et pendant les barricades Ah bien, pendant les barricades, oui, vous savez comme moi certainement qu'il y a eu beaucoup de blessés à cause de ces fameux gaz de combat CB et CM. Et alors, il y a des vendeuses en particulier d'un magasin qui se trouvait rue Gay-Lussac qui ont eu des brûlures importantes de la cornée par l'accumulation des gaz et qui sont traités actuellement en ophtalmo. Je suis considéré comme journaliste et j'ai pu assister à différentes choses qui se sont passées au quartier latin parmi les plus graves. C'est-à-dire que j'habite rue Gay-Lussac, au numéro 58 exactement, et j'ai assisté évidemment
aux premières barricades de la rue Gay-Lussac. J'ai passé toute la nuit à la fenêtre, j'ai fait des photos et j'ai pu voir comment, tout le processus d'escalade de cette violence. Au départ, vers 8h30, au moment où les étudiants se sont installés rue Gay-Lussac, et c'était des étudiants parce que vraiment je les ai regardés, je suis descendu dans la rue et on a parlé de pègre, mais vraiment c'est difficile à trouver. Ils sont installés, c'était un petit peu une atmosphère de kermesse. Il y avait des gars qui commençaient à dépaver la rue avec des petits piolets, avec des petits marteaux. Il y avait des filles très mignonnes en chaussettes blanches qui portaient un pavé dans chaque main et qui allaient les mettre sur les barricades. Et puis évidemment les gens qui habitent rue Gay-Lussac, dont je suis, avaient leur voiture garée dans cette rue. Et ils ont été effrayés en voyant ça, bien qu'il ne se passait encore rien. Les CRS étaient au bout de la rue Gay-Lussac, c'est-à-dire juste en haut de la rue Claude Bernard. Et ils sont descendus, les uns en pantoufles, les autres habillés, pour pouvoir sortir leur voiture. Les étudiants, je dois dire, ont été absolument très gentils avec eux, parce que ils ont aidé ces gens, ces riverains, à sortir leur voiture. Le quartier était complètement bouché. Ils leur indiquaient par quel endroit il fallait passer. Ils écartaient les choses qu'ils avaient mis en travers de la chaussée pour laisser passer les voitures. Donc ça se passait vraiment très très bien, enfin, si on peut dire. Et ça a donc démarré vers 2h30 du matin. Et à ce moment-là, donc les CRS du haut de la rue Claude Bernard étaient partis et les étudiants tenaient toute la rue Gay-Lussac depuis le Luxembourg jusqu'à la rue Claude Bernard. Les charges ont été successives et je dois dire que les incendies de voitures, les incendies de barricades, parce qu'au début, dans la rue Gay-Lussac, les étudiants n'ont absolument pas utilisé les voitures pour faire des barricades. C'est après qu'ils les ont amenées jusqu'aux barricades. Certaines ont été retournées, ça c'est exact, mais le feu n'a pas été mis par eux. C'est-à-dire que les voitures ont été incendiées parce que l'essence était répandue sur la chaussée, ont été incendiées par les grenades des CRS. Ça, vous avez pu le contrôler? Ah oui, ça je l'ai contrôlé, aussi bien pendant la charge que même après la charge, c'est-à-dire qu'au bout de la rue Gay-Lussac, vers 4h15, 4h30 du matin, une déesse qui était juste devant le chantier de la nouvelle école normale, qui est donc sous mes fenêtres, avait été retournée, remise en place par les pompiers, arrosée par les pompiers de façon à ce que l'essence ne prenne pas feu. Il y avait à peu près 10 minutes que les étudiants étaient partis, enfin avaient libéré le quartier, les CRS étaient en place et la voiture a pris feu. Donc c'est vraiment les CRS qui ont foutu le feu à toutes ces voitures et il n'y a pas de doute. Enfin, ça je l'ai vu et d'autres personnes l'ont vu avec moi, ça il n'y a absolument aucun doute. Avez-vous pu voir des scènes de brutalité caractérisées, enfin matraquage ou jet de gaz ou autre chose du genre? Rue Gay-Lussac, j'ai vu les grenades à gaz, enfin j'ai vu le gaz se dégager, c'était un gaz jaune qui n'était pas du gaz lacrymogène. Et ça j'en suis absolument certain. D'ailleurs, j'ai deux enfants qui ont été, j'habite au 5e étage, qui ont été intoxiqués par ce gaz. L'un des deux a fait une crise de foie le lendemain matin, et ça je peux le certifier absolument. Alors, quant au boulevard Saint-Michel, ça j'ai assisté, donc je me trouvais exactement au 53 du boulevard Saint-Michel, au 2e étage. C'est l'immeuble qui fait le coin de la rue Cujas et le boulevard Saint-Michel. J'étais donc entre les CRS et les étudiants. Et alors le moment le plus terrible, ça a été évidemment la charge finale qui a dégagé le boulevard Saint-Michel. Les CRS descendaient de la place Edmond-Rostand, d'autres montaient le boulevard Saint-Michel, et les étudiants qui étaient au milieu ont été pris donc au milieu. Alors là, c'était vraiment le carnage. Les étudiants ont été pris un par un, matraqués. Il y en a un, rue Cujas, qui était déjà tombé à terre au premier coup de matraque. Le sang se dégageait déjà de la plaie. Il avait été touché à la tête. Il y avait déjà une flaque de sang sous lui. Il était absolument inconscient. Et 3 CRS ont continué à lui taper dessus.
Je crois que de votre balcon, vous avez vu une chose assez effrayante. Oui, alors c'est le pire que tout ce que j'ai pu voir pendant cette semaine. Un étudiant blessé s'était réfugié à l'intérieur du couloir du 53 boulevard Saint-Michel et poursuivi par deux CRS qui ont continué à le tabasser à l'intérieur du couloir. Évidemment, moi j'étais au balcon, j'entendais les cris, j'entendais les coups, je pouvais donc déduire ce qui se passait. Puis ils sont sortis et un autre CRS est arrivé et a lancé une ou deux grenades à gaz, je pense que ce sont des grenades à gaz, dans le couloir. Puis il est parti. Et les infirmiers sont arrivés. Les premiers infirmiers qui sont rentrés dans ce couloir pour porter secours aux blessés avaient des mouchoirs sur le nez et tout ça. Ils sont ressortis immédiatement parce qu'ils ne pouvaient absolument pas respirer. D'autres infirmiers les ont soignés immédiatement, leur ont nettoyé les yeux avec de l'eau distillée et tout ça. Et ils ont attendu que d'autres infirmiers arrivent avec des masques à gaz de guerre. Et ceux-là sont rentrés dans le couloir. On portait les premiers soins à ce blessé. Ils ont appelé une ambulance. Et cette ambulance, ils l'ont fait monter sur le trottoir. Les infirmiers qui étaient là l'ont fait monter sur le trottoir. Les infirmiers étaient à peu près une quinzaine. L'ont fait monter sur le trottoir le plus près de la porte cochère. Ils ont sorti le brancard. Et à ce moment-là, tous les infirmiers qui étaient là ont fait une chaîne de façon à ce que les photographes et les caméramens qui pouvaient se trouver là ne puissent absolument prendre aucun document. Ils ont sorti le blessé, moi je l'ai vu l'espace d'un dixième de seconde sur le brancard. Il avait absolument l'air d'un pantin disloqué, enfin il avait une jambe dans un sens, enfin, c'était vraiment affreux à voir. Il a engouffré dans l'ambulance et l'ambulance est tout de suite partie. Et puis alors après, quand je suis parti vers 3h du matin, le boulevard Saint-Michel était complètement investi par les CRS, les gendarmes. Le bulldozer était déjà passé, tout ça. Et il y avait des vérifications d'identité. J'ai vu deux très jeunes gens descendre le boulevard Saint-Michel et arrêtés par deux CRS. Vérification d'identité. Donc les deux jeunes ont donné leurs papiers. Le CRS avait la carte d'identité de l'un d'eux dans la main, était en train de vérifier. Puis tout d'un coup, il a vu dans la poche de l'un des deux jeunes un petit bout de chiffon rouge qui dépassait. Il a tiré ce chiffon rouge et c'était un énorme drapeau rouge. Donc ce jeune avait dans sa poche. Alors là, je m'attendais évidemment à ce que le CRS l'empoigne et l'arrête, enfin tout ça. Pas du tout, il a pris le drapeau rouge, il l'a mis dans sa poche, il a rendu la carte d'identité aux deux jeunes, et puis il leur a dit, bon ça va, vous pouvez partir. C'était une prise de guerre. C'était une prise de guerre, c'était une relique, enfin sûrement que le CRS va emporter ça chez lui. Il montrera à ses petits-enfants. Enfin, c'est vraiment, il y a des choses incroyables qui peuvent se passer dans telles circonstances. Bernard Grelon, tu es étudiant, je crois. Oui, je suis étudiant en droit et à la faculté d'Assas où je m'occupais enfin d'un certain nombre de choses. On a décidé, lors des manifestations, la seconde série du 23, 24 et 25, on a décidé d'établir un centre de secours comme dans toutes les facultés et des voitures d'ambulanciers. On a établi ce service d'ambulance bénévole avec des étudiants en droit et des infirmières de Cochin parce que nous avions constaté que les voitures officielles de la Croix-Rouge en particulier ne pénétraient pas dans les points chauds et restaient derrière les forces de police et ramassaient ce qui restait sur la chaussée après le passage le plus souvent. Or, il était évident qu'il y avait des blessés qui avaient besoin d'être ramenés le plus vite possible et avant que les agents et les forces de police puissent les prendre. Alors on a fait ça donc le jeudi 23, la manifestation spontanée, on est parti un certain nombre. Dans l'ensemble, cela s'est assez bien passé. Sur le boulevard Saint-Michel, on a pu travailler assez normalement. Mais dès qu'il y a eu les charges, par exemple, notre voiture a été matraquée, en particulier par des forces d'intervention spéciales en treillis vert.
Ils nous ont matraqués, ils ont matraqué la voiture, ils ont essayé de casser les vitres au moment où on ramassait des blessés. Et d'ailleurs, tant qu'eux étaient là, tant qu'ils chargeaient, on ne pouvait pas ramasser les blessés qu'on voyait parce qu'ils nous matraquaient aussi. On a vu comme ça des jeunes gens, et souvent, c'est très frappant d'ailleurs, des badauds, parce que les gens qui étaient pris et les gens qui étaient le plus matraqués n'étaient pas ceux qui se battaient, c'était des gens qui étaient derrière, soit sympathisants, soit badauds, en tenue de ville, et qui étaient matraqués très sauvagement. Quand ils tombaient à terre, il y en avait 2 ou 3 qui s'acharnaient sur eux, ou qui, même en passant, laissaient tomber leur matraque. Enfin, c'était assez horrible. Mais ce soir-là, il n'y a quand même pas eu, pour nous tout au moins, trop de drames. Mais où ça a été vraiment très dramatique, ça a été le lendemain, dans la nuit du 24 au 25. Les gens, dès qu'ils voyaient que les forces de police, qui étaient extrêmement nombreuses, par exemple à la Bastille, où la manifestation de la CGT avait pu passer librement, dès que ça a été la manifestation d'étudiants qui a voulu passer, il y a eu des forces de police extrêmement nombreuses qui cernaient tout le quartier, la Bastille, Gare de Lyon. Et là, la réaction immédiate, après il y a eu une demi-heure de flottement, et puis nous qui étions au front même de la manifestation, on a vu les gens tous, pas seulement des provocateurs, enfin il y avait vraiment de tout, commencer à dépaver. Et tout, les barricades se construisaient vraiment spontanément, n'importe où, même quelquefois tactiquement, en dépit du bon sens, c'était une réaction de défense immédiate. Les gens sentaient que la violence était presque préméditée de la part des forces de l'ordre et ils faisaient des barricades. Il y avait évidemment des gens équipés pour se battre, mais finalement assez peu. La plupart des gens étaient habillés très normalement. Vers 1h du matin, donc, il y a eu ce qu'on appelait l'attaque du commissariat du Panthéon. C'est-à-dire un groupe d'étudiants et de travailleurs ont brûlé un certain nombre de cars d'agents devant le commissariat du Panthéon. Il y a eu une manifestation assez violente. Quand on a su ça, on y est allé un certain nombre de voitures de secouristes. 3 ou 4 barrages de garde mobile nous ont laissé passer après contrôle des papiers. Et on a été bloqué par un quatrième barrage d'agents de police, alors là, devant la faculté de droit du Panthéon. Là, ils nous ont demandé nos papiers, on a montré la carte d'infirmière, ils ont laissé partir l'infirmière en lui disant « fous le camp et grouille-toi ». Et mon camarade qui servait de brancardier et moi qui conduisais la voiture avons été arrêtés. On a eu une énorme chance, c'est que c'est le commissaire du commissariat du Panthéon qui nous a arrêtés lui-même. Il nous a amenés au commissariat où il a dit à ses hommes ces deux-là, vous les gardez sans plus car ils ne nous ont rien fait, ils ne nous ont pas fait de mal. Et on nous a mis dans la cage, dans la salle de garde, qui est une espèce de cellule grillagée au milieu de la salle de garde. Mais ce qui était très frappant quand on est rentré, c'était la peur. La peur de ces gens, de ces policiers, et la haine en même temps, qui avaient besoin de se défouler. Il y en a un qui a dit, puisqu'ils étaient là encore bloqués dans le commissariat, dire qu'on n'a pas pu leur taper dessus. Il y avait une bouteille de whisky sur une table et un certain nombre buvaient du whisky. C'était assez terrible comme impression. Et après, qu'est-ce qui se passe? Oui, ils ont donc très peur. Certains nous disent vous, on vous a pris comme otage, vos petits copains vont venir vous libérer. D'autres disent tu sais, espèce de con, si ça continue, on va tirer. Et de toute évidence, ils étaient prêts à tirer même si les ordres étaient contraires. Et puis alors après, donc, sont arrivés des renforts, garde mobile, CRS et autres agents. Alors là, les insultes pour nous ont été beaucoup plus violentes. 2 gardes mobiles sont arrivés devant nous en disant « espèce de petit salaud, tout ce que vous méritez, c'est 2 balles entre les 2 yeux » en faisant le geste. Avec l'arme? Non, pas avec l'arme à la main, comme ça, pain, ce genre de plaisanterie. D'autres, vous les étudiants, plus vous étudiez, plus vous êtes cons, bande de salauds, enfin... Ça a duré pendant un certain temps, et puis sont arrivés les premiers prisonniers, les premiers manifestants arrêtés. Alors là, on les a vus projetés, mais littéralement projetés, probablement sous les coups de matraque dans la salle, et un comité d'accueil s'est spontanément formé, c'est-à-dire que tous les types qui étaient là ont repris leur matraque. Un particulièrement avait un air de bœuf,
et ils ont commencé à cogner sur les types, à les envoyer sur les tables, contre les bancs. Ceux qui étaient à terre étaient cognés beaucoup plus violemment encore, coups de pied dans le foie, dans les reins, sur la tête, coups de pied dans les parties génitales de préférence. Ceux qui tombaient, on les matraquait jusqu'à ce qu'ils arrivent à se relever, et on les a comme ça poussés contre le mur du fond avec ordre de mettre la main sur la tête. Et les filles? Là, il n'y avait pas encore de filles pour le moment. Des gradés à ce moment-là sont arrivés en disant « Calmez-vous, messieurs, ça suffit ». Et malgré tout, un certain nombre d'agents, quand les gradés avaient le dos tourné, donnaient un petit coup de matraque, de préférence aux gens blessés. Puis il y a eu le contrôle d'identité. Là, pareil, ceux qui n'avaient pas la force de tenir debout étaient matraqués pour qu'ils se relèvent. Et il y avait ensuite la fouille, et ils étaient envoyés dans les cellules où le même cérémonial, si j'ose dire, continuait. C'est-à-dire que pour aller dans les cellules, il y avait un couloir très étroit, et il y avait des CRS et des agents placés en quinconce qui matraquaient, qui les faisaient tomber, qui donnaient des coups de poing et des coups de pied avec leurs grosses chaussures cloutées. À un moment même, ils ont éteint le couloir pour que le matraquage se fasse mieux, en quelque sorte. Nous, on a été amenés dans une cellule. Heureusement, on était à la disposition du commissaire, alors on ne nous a pas matraqués, personnellement. Enfin, je n'ai rien eu, mais un certain nombre disaient « Allez, ceux-là, on les met avec les autres. » Enfin, trouvé étonnant qu'on ne nous matraque pas, malgré nos blouses blanches. Dans les cellules, jusqu'à 5 heures du matin, on a vu exactement les mêmes scènes. Et on a vu à un moment un agent casser des bouteilles par terre dans le couloir qui menait aux cellules. Ça a continué vraiment toute la nuit. À ce moment-là sont arrivés un certain nombre de filles, car ça arrivait à peu près tous les quarts d'heure. Il y avait un contingent qui débarquait, et les filles ont été matraquées aussi sauvagement. En plus, on leur tirait les cheveux, et la fouille était faite plus souvent, beaucoup plus poussée. Enfin, vous voyez peut-être ce que je veux dire. Cela, vraiment, ce qui était étrange, c'était cette sauvagerie, à la fois la peur, la haine, mais vraiment une haine délirante, et il était impossible d'essayer d'expliquer quoi que ce soit. Il n'avait qu'un mot à la bouche, sale con ou salaud, il veut rentrer dans les cellules pour nous insulter. C'était une sorte de happening, vraiment, mais c'était du délire de haine. Moi, on a vu ça, on était presque témoins. C'était peut-être pas plus horrible, non, pour ceux qui étaient matraqués, mais c'était au moins aussi horrible, et surtout qu'on s'attendait en plus à être matraqués d'un instant à l'autre. On a été libérés vers 5 heures du matin, et on a cru à ce moment-là que vraiment on avait vu tout ce qu'il y avait de plus hideux. On ne comprenait même pas, 20 ans après, ce qui s'était passé en Allemagne, ce qui s'était passé pendant la guerre. On ne pensait pas que cela puisse arriver à Paris, et on se disait vraiment, quand on crie CRS-SS, ce n'est pas tellement faux, car quand on pense que ce n'était quand même que des manifestations de rue, et qu'on voit la violence, la sauvagerie, le plaisir qu'ils avaient à frapper des gens qui étaient jeunes, essentiellement souvent des mineurs, qui n'étaient pas armés, qui là étaient complètement, enfin sans aucune défense, et qu'ils disaient alors là tu fais pas le malin, et des rires, des gros rires, enfin c'était de la bestialité à l'état pur et du sadisme, vraiment du sadisme digne, non pas en intensité peut-être, mais au point de vue psychologique, c'était digne des SS à mon avis. Et on est sorti, on croyait qu'on avait vu ce qu'il y avait eu de plus horrible dans la nuit, tout de suite, enfin on a voulu prévenir les journaux, des trucs comme ça, mais après, par d'autres témoignages qu'on a eus et de gens très bien placés, et qui avaient été en particulier à Beaujon, on a appris que ce qu'on avait vu, c'était presque rien finalement, et maintenant, avec le recul, on a l'impression que nous, on n'a rien vécu, enfin on a vécu des choses insignifiantes, alors que quand on est sorti, on a été complètement déboussolé pendant peut-être 3 ou 4 jours. Enfin, il n'y avait que ça qui comptait, plus rien. Pour nous, plus rien n'avait d'importance. On a eu cette vision pendant des journées entières. C'était assez terrible. Et il y avait, à un moment, on a amené dans notre cellule un jeune homme qui était secouriste, étudiant en médecine, qui avait soigné dans la nuit 3 CRS,
qui s'était fait matraquer en se faisant arrêter, qui avait eu la jambe cassée, qui n'a pas été matraqué dans le commissariat. Et il nous disait, à la fin, il arrivait à dire, je crois que je regrette presque d'avoir soigné les CRS, et pourtant, ce n'était pas quelqu'un qui n'aimait pas particulièrement la violence, et c'était quelqu'un qui était venu là parce qu'il était secouriste et parce qu'il voulait soigner les gens qui étaient blessés. Et toi, Christian, quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Tu es étudiant aussi? Oui, je suis étudiant. Que fais-tu comme étude? Artistique. Études artistiques. Tu es aux Beaux-Arts? Non, je ne suis pas aux Beaux-Arts. Je suis à l'école Boulle. À l'école? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as vu ces jours-ci? Enfin, j'étais vendredi 28, c'est ça, à Saint-Michel, durant l'encerclement à 2h du matin. Enfin, c'était samedi matin, de fait. Tu construisais des barricades, là? Oui. Je construis des barricades. Et il y a eu un encerclement total. À 2h du matin, à peu près, je pense. Les CRS chargeaient de tous côtés. Vraiment, c'était sans pitié. Ils avaient la matraque à la main et le brandissaient en l'air. Tu as eu peur? Peur, oui, comme tout le monde, je pense. Après la projection, enfin, ils ont envoyé des grenades lacrymogènes en tout genre. C'était vraiment suffocant et une ambiance effroyable. C'était difficile. Enfin, finalement, est-ce qu'on a eu le temps d'avoir peur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un camarade a été matraqué. Assez gravement, on a pu compter 19 coups sur son corps. Il a été atteint de traumatisme crânien. Il s'est jeté droit dans les forces de police devant la Sorbonne. Il devait être aveuglé, certainement. Certainement. Nous avons ramassé des goupilles, des restants de grenades. Et nous avons été arrêtés au pont Sully. Nous avions été pris en stop par des étudiants sortant de la Sorbonne, eux. Nous sommes montés dans un car de CRS. Ils nous ont dit, voilà, vous constituez un groupe organisé, vous êtes possesseur de grenades lacrymogènes, de cocktails Molotov. Vous voyez, on a réussi à leur faire dire que c'était des armes, des grenades qui nous balançaient sur la figure. Et nous avons été transférés au commissariat du 4e, où il y a un comité d'accueil nous attendait à l'entrée du commissariat, à l'extérieur, une double haie de CRS qui nous donnait des coups de pied, des coups de poing. Enfin, ils étaient là pour. Mais est-ce que tu avais l'impression qu'ils cognaient méchamment à ce moment-là? À ce moment-là, pas vraiment. Ils donnaient surtout des coups de botte dans les mollets, dans le tibia, ce qui est assez douloureux. Et puis, une fois entrés, ils procédaient à une vérification d'identité. Et nous passions un par un dans un couloir où 6 individus en bras de chemise, enfin, je ne sais pas exactement, je n'ai pas eu le temps de les voir. Paraît-il, il s'agissait de 2 CRS, 2 flics et 2 gardes mobiles. En quelque sorte, une commission paritaire. Je ne peux pas l'affirmer. Et ils étaient là pour cogner, pour tabasser. Alors eux, cognaient méchamment? Oui, vraiment, ils tapaient le plus fort qu'ils pouvaient. Tout était permis, là, vraiment. Tous les coups. D'ailleurs, je pense que tout le monde se comportait assez bien à ce moment-là. Et une fois cette épreuve subie, nous étions entassés dans des 2 cellules absolument closes, sans aération, où étaient entassés à peu près 200 individus. Des cellules qui faisaient approximativement 6 mètres sur 2,50 mètres. Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans ces cellules avec toi? C'était pratiquement uniquement des jeunes, et pour la plupart, il ne s'agissait absolument pas de manifestants. Enfin, c'était la minorité. C'était des gens qui avaient été ramassés n'importe où vers 5h, 6h du matin. Les vrais manifestants, enfin ceux qui avaient été... Moi, j'en étais un, si vous voulez. Mais les individus qui étaient sur les barricades avaient réussi à partir. Enfin, ils ne se sont pas vraiment attaqués à ceux-là. Des types qui traînaient dans Paris à 5-6 heures du matin. Il y avait notamment 2 Américains qui étaient en train de faire du stop à la Concorde. Vous voyez, ils n'étaient pas en train de construire des barricades à Saint-Michel. Il y avait également un couple d'étrangers. Et eux également ont été tabassés? Ah oui, exactement de la même manière. Nous avons été transférés ensuite à Beaujon, dans un car de flics, où là, nous étions tabassés, coup de matraque. Ils projetaient les têtes contre les vitres, vous voyez, de l'autocar. Alors là, il y avait une sorte de démocratisation du coup de matraque. Chacun passait l'un après l'autre. Il y avait un tour qui... Et il n'y a pas eu de révolte? Enfin, vous n'avez pas cherché à... Pas dans notre cas.
j'ai entendu parler justement de révolte dans d'autres gares. C'est difficile parce que on se rend compte qu'on est absolument impuissant. Une fois arrivé à Beauchamp, nous avons été entassés à l'extérieur, dans un carré de barbelés, pendant 10 heures. Moi, je suis resté 10 heures debout, sous la pluie. Il y avait des individus extrêmement touchés, des fractures. Vous avez vu des gens Oui. avec des blessures très graves qui restaient là, entassés dans cette chapelle? Oui, il y avait un individu qui avait le pied brisé. Un autre. Et beaucoup avaient les cheveux coupés, paraît-il au couteau. Je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu le résultat, je n'ai pas vu l'action. Et alors, vous êtes sorti après, normalement Paraît-il que les CRS voulaient nous tabasser une nouvelle fois. Enfin, des CRS qui arrivaient en renfort de Lyon et Bordeaux, je crois. Mais enfin, les flics nous ont escortés par petits groupes de 5 vers la sortie. Et ça s'est très bien passé. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que la violence a été nécessaire puisqu'elle nous a été imposée. Je n'ai pas fait un choix, si vous voulez. Elle était nécessaire. Et Elle était maintenant là. Maintenant, je suis prêt à recommencer si les choses se produisent exactement de la même manière. Mais je pense que réellement, notre action est inutile puisque nous sommes écrasés dès le départ. André, quel est ton métier? Je suis comédien. Comment as-tu été blessé? J'étais blessé, je me trouvais boulevard Saint-Michel. C'était le 23 mai, au soir. Et puis, j'ai reçu, je pense, une grenade. Je l'ai reçue ici, quoi. Ça m'a pas fait mal, je l'ai pas senti, mais avant de sentir la grenade, j'ai eu l'impression qu'on me donnait un coup de couteau dans l'œil gauche. Et puis tout de suite, je n'ai plus rien vu. Et puis j'ai perdu connaissance parce que je pouvais plus respirer, quoi. J'ai eu une ou deux respirations, la troisième, je croyais que c'était la dernière, puis je me suis évanoui, quoi. Et puis j'ai repris connaissance, je me suis relevé, je suis retombé, et puis j'ai essayé d'aller vers une voiture, comme il y avait des voitures bénévoles, quoi. Et puis on m'a hissé là-dedans. Je me suis retrouvé en haut du boulevard Saint-Michel, en face le Luxembourg, par là. Puis je suis resté là, je sais pas, peut-être un quart d'heure sur le trottoir, puis personne ne pouvait m'approcher parce que toutes les personnes qui m'approchaient, elles pleuraient à leur tour parce qu'elles pouvaient, je dégageais tellement de... Et puis j'ai eu la présence d'esprit de dire qu'on m'emmène à l'Odéon parce que personne vraiment décidément voulait s'occuper de moi. Puis je voyais rien. Et puis à l'Odéon, on m'a fait les premiers soins parce que j'étais brûlé sur toute la partie gauche du corps, puis sur la figure, quoi. Alors à l'Odéon, on m'a fait les premiers soins et puis on m'a emmené à l'hôpital Cochin. Tu crois qu'on va faire une greffe de la cornée? C'est l'œil gauche qui est touché. Oui, c'est l'œil gauche. Pour l'instant, je n'ai pas retrouvé la visibilité. Et à la fin de la semaine, les docteurs vont prendre la décision parce que si ça ne s'améliore pas, pour faire une greffe, quoi. Mais pour ton métier, ça va être terrible, enfin, si... J'ai déjà, bien sûr, qu'il y a eu des moments assez pénibles parce qu'on se demande si d'abord on retrouvera toute sa visibilité. Ça, ils ne peuvent pas se prononcer pour l'instant. Puis j'ai demandé aussi si plus tard, à l'image, j'aurai des traces et on ne peut pas se prononcer. Alors comment tu réagis après ça? Au début, je voyais pas clair. Et puis, j'avais un pansement. Alors, le jour où on m'a ôté le pansement, au bout de peut-être 15 jours, la première fois que j'ai vu mon œil, alors là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, je pourrais peut-être plus jamais rejouer, quoi. Je pourrais peut-être plus jamais faire de télévision. Oui, dis-moi, je sais que tu as déjà souvent joué des rôles de policier. Si on te proposait un tel rôle, maintenant? Non, c'est fini maintenant. Non, je préfère m'abstenir, quoi. Non, ça je refuserais, même si c'est avec les meilleurs amis qui me le proposent, quoi.
Bon, c'est pas tellement que je ne veux pas enfiler un uniforme, mais automatiquement, si on tourne des rôles de policiers, on est obligé de tourner soit dans des commissariats ou à proximité de policiers. Et je veux pas du tout adresser la parole à ces gens-là. Bernard Ponce, vous êtes externe à l'hôpital Broussais, je crois. Oui, externe, étudiant en 3e année de médecine, externe dans le service du professeur Soulier à la clinique de cardiologie. Vous avez eu l'occasion, je pense, pendant les événements, de voir des équipes au travail, des équipes de secouristes, de médecins et de soigner vous-même des blessés. Oui, à partir de... c'était à partir de la nuit des barricades, la première nuit des barricades, donc le vendredi 11 mai, à la faculté de médecine de Paris, à l'ancienne faculté, et par la suite à la nouvelle faculté de médecine, ont été installées des infirmeries de première urgence et des services de liaison entre cette infirmerie et les différents hôpitaux de Paris. Est-ce que les équipes de secouristes ou les équipes médicales ont été gênées dans leur travail? Dans la rue? Oui. Oui, je vais vous citer un exemple. Ça s'est passé à 2 h du matin dans la nuit du vendredi, dans la deuxième grande nuit des barricades. C'était le vendredi 23 ou 26 mai, je ne me rappelle plus exactement. À 2 h du matin, nous sommes descendus dans la rue après avoir reçu pendant 2 heures un afflux de blessés très important à la nouvelle faculté de médecine. Nous sommes descendus dans la rue et je me suis dirigé avec ma blouse blanche et tout mon attirail de secouriste vers le carrefour du boulevard Saint-Michel et des quais. Il y avait là un car de CRS qui bloquait l'issue du boulevard Saint-Michel vers le pont et l'île de la Cité, qui était engagé sur le trottoir. Et le long de ce car, il y avait 6 jeunes gens, étudiants ou non étudiants, jeunes ouvriers, alignés la face contre le car, avec derrière eux 6 CRS ou gardes mobiles, ce n'étaient pas tous des CRS, qui les matraquaient à qui mieux dans le dos. Et devant nous, un de ces jeunes gens est tombé, ensanglanté, la face ensanglantée, la face contre terre. Nous avons été à ce moment-là voir les CRS qui étaient les plus proches pour leur demander d'enlever immédiatement ce jeune homme et le porter le plus vite possible à notre centre de premier secours. Il nous a été répondu négativement, pendant que les CRS continuaient à frapper ce jeune blessé. Nous avons été ensuite contacter le capitaine de la compagnie responsable de ce qui se passait sous nos yeux. Nous lui avons demandé instamment de nous faciliter la tâche pour enlever non seulement ce jeune homme, mais les 5 ou 6 autres qui commençaient aussi à ressentir très durement les sévices dont ils étaient l'objet. Les pourparlers ont duré au moins 5 minutes, et ce n'est qu'après 5 minutes que nous avons pu emporter un corps. Je ne sais pas les lésions qu'il avait, je ne l'ai pas suivi à l'infirmerie, je suis resté sur place. Est-ce un cas isolé ou pensez-vous? Absolument pas. Et même devant mes yeux, très souvent, j'ai vu lors de charges de garde mobile, j'ai vu des secouristes bousculés et frappés. On a beaucoup parlé des grenades utilisées contre les manifestants. Est-ce que vous avez une idée sur ces grenades? Oui, alors il y a 4 sortes de grenades en gros, qui ont été utilisées. La première, c'est la grenade lacrymogène traditionnelle, utilisée dans toutes les manifestations que nous avons connues jusqu'à maintenant. Cette grenade traditionnelle a été utilisée au début de chaque manifestation. Ensuite, les grenades à gaz suffocant, à base de chlore, estimons-nous. Nous l'estimons parce que ces grenades dégageaient des vapeurs de couleur verdâtre, qui est la couleur même du chlore lorsqu'il se dégage sous forme de gaz dans l'atmosphère. Et puis aussi enfin ça je ne pourrais pas le
prouvé absolument, mais je pense que des analyses ont dû être faites dans les services hospitaliers. À base de chlore, donc, qui ont pour effet d'irriter les muqueuses respiratoires et trachéobronchiques, de provoquer une vasodilatation massive, une irritation immédiate, une bronchostriction, c'est-à-dire un amenuissement, si vous voulez, un amoindrissement, je veux dire, du calibre des bronches, tout phénomène qui entraîne ce que nous appelons une dyspnée paroxystique, c'est-à-dire des phénomènes d'étouffement immédiat. Il est très certain que les suites ne s'arrêteront pas là. L'irritation immédiate laissera certainement le pas dans les mois à venir à des lésions plus ou moins importantes et plus ou moins intenses de ces muqueuses bronchiques ou nasales. Et tous les services de pneumologie parisiens s'accordent pour dire que l'hiver prochain sera encombré de gens qui, déjà sensibilisés, si vous voulez, aux affections rhinopharyngiques, viendront, après avoir participé aux manifestations et avoir inhalé ces gaz, viendront dans un état respiratoire certainement déplorable, entraîné par l'inhalation de ces gaz et par les conjonctures atmosphériques de ce moment-là. Tous ces jeunes gens que vous avez soignés ou qui ont été soignés par vos confrères, étaient-ils réellement des voyous? Alors absolument pas. Nous avons, il faut être le plus honnête possible. Il faut d'abord savoir ce que l'on appelle un voyou. Il y avait certainement quelques très rares voyous. Il y avait aussi parmi les manifestants et surtout dans les dernières manifestations qui ont été les plus violentes, je parle de celle du vendredi 23, ou du vendredi 26, je ne me rappelle plus très bien, après la manifestation de la gare de Lyon, qui a ensuite dégénéré en bagarre extrêmement violente à la Bourse et au quartier latin. Il y avait quelques rares voyous. Il y avait aussi des jeunes gens qui venaient des quartiers périphériques, jeunes fils d'ouvriers, à qui on accorde facilement l'épithète de voyous, mais qui ne sont en fait que des jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société et qui contestent peut-être de façon anarchique et un tant soit peu violente, parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation que nous avons eu la chance de recevoir nous. Mais il y avait aussi beaucoup d'étudiants, et le mot de pègre qui a été employé est un mot parfaitement inique et injuste. Quelles étaient les blessures les plus fréquentes que vous avez eu à soigner? Alors, les deux grandes sortes de blessures, les blessures par coup et les atteintes pulmonaires par inhalation de gaz suffocant. Alors, les blessures par coup ont été de tout genre. Nous avons eu des yeux crevés, nous avons eu des crânes fracassés, des fractures du crâne, des hématomes des hématomes méningés extradurales ou intradurales, pour employer la terminologie un peu spécifique de notre métier. Nous avons eu aussi de simples blessures, des ecchymoses, et nous avons eu un grand nombre de blessés qui étaient atteints d'irritation bronchique qui les empêchait de respirer normalement. Nous avons eu aussi des cas de cécité totale, mais semble-t-il transitoire, par l'action de certains gaz. Et en particulier, il y a eu une attaque de CRS, je crois. C'était lors de la première nuit des barricades, donc le vendredi 11 mai, une attaque de CRS dans un café du boulevard Montparnasse. Et il y a là une jeune fille qui ne participait absolument pas aux manifestations, très tranquillement en train d'avaler son café, qui, voulant fuir l'action des gaz qui avaient été déversés dans ce café, s'était réfugié dans les toilettes dans un endroit bas situé où s'amoncelait les gaz, qui en a été ensuite sorti par les sapeurs-pompiers une demi-heure après, et qui était dans un état de cécité complète à ce moment-là. Et je crois, je ne sais pas, les suites de cette cécité, je ne sais pas si elle a retrouvé ou si elle n'a pas retrouvé la vue. Dans toute cette violence, avez-vous eu quand même l'occasion de voir des choses, disons, plus cocasses?
Oui, alors j'ai une anecdote à vous raconter qui montrerait l'aspect un peu humoristique, si vous voulez, et ironique de l'action étudiante, qui, je le répète, n'était absolument pas spécifiquement violente. Alors c'est la suivante. Lors de la nuit du 11 mai, la première nuit des barricades, dans le périmètre étudiant encerclé totalement par les gardes mobiles de CRS, s'est fourvoyé un CRS qui a été immédiatement entouré par toute une masse d'étudiants. Cet homme a eu peur sur le moment. On a entendu dans la foule certains cris, cassez-lui la gueule, etc. À aucun moment il n'a été molesté, à aucun moment il n'a reçu aucun coup ni aucun sévice, simplement deux malabars du service d'ordre étudiant l'ont pris sous les bras et l'ont amené à la haie de garde mobile la plus proche en leur disant nous vous ramenons un de vos hommes qui s'est fourvoyé, ne lui en voulez pas trop. C'était la brebis égarée. À peu près. Anne, quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. J'avais 21 ans à la fin du mois de septembre. Vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante aux arts appliqués, 24 rue du Perret. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 24? Alors, la nuit du 24, on a d'abord été à la manifestation avec des professeurs de l'école, enfin, des représentants des différentes écoles d'art, jusqu'à la Bastille. Et à la Bastille, on a été arrêtés par un barrage de CRS qui ont commencé en provoquant carrément de leur côté, en nous lançant des grenades lacrymogènes pour disperser la foule, alors qu'il y avait une foule de 200 000 personnes à peu près, et qui n'a pas pu se disperser tout de suite. Alors ils ont attaqué. Alors à Bastille, nous avons commencé à faire des barricades, et on a été, celle où j'étais, on était avec 10 camarades de l'école à peu près, 10 filles, et on a été pris d'un côté par les motopompes et de l'autre côté par les CRS. Alors quand j'ai rouvert, enfin j'ai été asphyxiée par les gaz lacrymogènes, quand j'ai rouvert les yeux, il y avait plus personne, enfin il y avait des CRS de chaque côté, et on a réussi à s'enfuir par le pont du métro aérien. On a grimpé sur la voie et on est arrivé jusqu'à la gare d'Orléans-Austerlitz. Là, on est sortis. Les types de la CGT nous ont fait sortir. Et alors, on a essayé de regagner la bourse, mais c'était impossible. Alors, en passant par les Halles, on est arrivé au boulevard Saint-Michel. Alors, environ jusqu'à 11h du soir, il y a eu des barricades de montée qui étaient assez impressionnantes. Et on est arrivé en haut du boulevard Saint-Michel, la dernière barricade qui était en haut, face à la rue Monsieur-le-Prince. Vers 1h du matin, les CRS ont lancé l'assaut final. On s'est trouvé complètement asphyxié par des grenades. Enfin, ne tenait vraiment plus du tout. Il y avait des grenades au chlore. On a essayé de se rabattre vers la Sorbonne. J'étais avec 2 camarades de l'école Boulle. Et alors, il y a eu un barrage de CRS. Et il y en a l'un d'eux qui ne l'a pas vu et qui a été matraqué tout de suite et qui est tombé. Et enfin, c'est pas Un de vos camarades? Un de nos camarades. Enfin, au quart de police, qui nous a dirigés vers le commissariat du 4e. Quand on est rentré dans le commissariat, enfin, on a vu déjà, il y avait du sang sur le carrelage, on entendait des cris, enfin, derrière les portes, enfin, on ne voyait pas exactement. Alors, il y a eu un relevé d'identité, on nous a pris nos identités, et après, il y a une porte qui s'est ouverte, enfin, juste devant moi, et il y avait sur un couloir, enfin, d'une dizaine de mètres de long, et dedans, il y avait des CRS, un comité d'accueil de CRS et de garde mobile qui se tenaient de chaque côté du couloir, alors on passait entre ces... Et alors ils nous ont, enfin ils n'avaient pas de matraque, mais ils nous donnaient des coups de pied, des coups de poing, enfin ils flottaient les filles. Ce qu'ils cherchaient à faire, enfin surtout c'est qu'on tombe par terre, ils nous faisaient des croche-pieds, une fois qu'on était par terre, ils nous bourraient de coups de pied dans les côtes. Alors on était évacués, ils les tiraient par les pieds, ils les traînaient dans le couloir. Ça j'en ai vu, j'ai vu quand ils sortaient du commissariat, ils étaient tirés par les pieds par terre comme des bêtes. Enfin. Et alors. Là, j'ai vu aussi au commissariat un jeune homme qui était en slip et qui était dans un état vraiment lamentable. Enfin, un témoin m'a raconté, une fille m'a raconté qui a assisté à son massacre. Enfin, m'a raconté quand on l'avait pris, il avait une arme quelconque à la main. Enfin, mais un truc, je sais pas, c'était une bouteille de quelque chose, d'un acide ou une chose comme ça. Et alors, ils l'ont matraqué, et quand il est tombé par terre, ils l'ont déshabillé, et ils ont mis des coups de pied dans le bas-ventre jusqu'à temps qu'il s'écroule. Enfin, il était complètement massacré. Et quand je l'ai vu, il était inanimé. Ça s'était passé il y avait 2 heures environ, et il n'avait toujours pas été soigné. Alors vous êtes parti à Beaujon dans un quart de police? Oui, c'est ça. Et dans ce quart de police, on était sur 3 rangées, et il y avait
4 agents de police qui nous gardaient. Il y en a un qui s'est tout de suite mis au fond, qui nous a dit qu'il désapprouvait enfin ces méthodes-là et qu'il ne fera pas comme ses camarades qui l'ont engagé. Alors tu viens pas t'amuser. Et alors lui, il a dit non, je reste là, je verrai tout à l'heure. Et alors les autres, enfin, nous faisaient défiler les uns après, pour qu'on soit à côté, enfin par roulement si vous voulez. Et à chaque fois qu'il y en avait un qui arrivait près d'eux, il reprenait, on avait les mains sur les genoux comme ça. Il nous matraquait les mains et quand on retirait les mains, il nous tapait sur la tête. Et ça, il tapait sur les mains et sur la tête, sur le visage. Dans le car, pas dans le transport. Dans le car. Pendant le transport, oui. Et déjà, il avait fait au commissariat et ça recommençait dans le car. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de garçons qui avaient les cheveux longs. Ils leur ont coupé les cheveux au couteau. Enfin, il y avait la peau du crâne qui manquait. Il y en avait qui avaient les oreilles arrachées. Il y en avait qui avaient les doigts brisés, les pieds brisés. Vous avez vu ça? Oui, je l'ai vu ça. C'est là aussi que j'ai appris qu'il y avait une jeune fille, une lycéenne de 16 ans, qui avait été violée par 4 CRS dans un car. Et il y a une autre aussi, on lui a coupé les cheveux. Enfin, moi, on m'a menacé de la même chose, d'ailleurs. Et vous pensez qu'il y a eu beaucoup de viols pendant cette nuit? Un au moins, ça en est sûr, parce qu'on a vu, enfin, c'est la fille, il y avait des gens qui étaient autour qui l'ont entendu crier, et la fille l'a dit, l'a raconté ce qui s'était passé. Ils l'ont déshabillée, ils l'ont battue jusqu'à temps qu'elle cède. Et ils étaient 4 à s'occuper d'elle. Patrick Pénaud, vous êtes reporter d'une radio périphérique. Qui s'est battu sur les barricades? Les éléments durs qui étaient dans les barricades, et on l'a vu à plusieurs reprises, étaient des étudiants. Dans la masse de la manifestation, il n'y avait pas que des étudiants. Il y avait des gens qui étaient fermement décidés à se battre, du reste. Il y avait ceux qu'on appelait les blousons noirs, mais qu'est-ce que c'est qu'un blouson noir, dans le fond? C'est peut-être un chômeur, c'est peut-être un jeune qui sort de l'école parce qu'il n'a pas de travail, c'est peut-être... Ce sont les blousons noirs, c'est pas une raison sociale, donc effectivement il y avait des gens qui n'étaient pas des étudiants, qui étaient venus là aussi pour se battre parce que l'exemple des étudiants était un exemple symbolique, saisissant pour eux. Pour la première fois peut-être, ils voyaient des jeunes qui étaient décidés à se battre pour quelque chose et ils sont venus là pour ça. Mais c'est tout à fait, je crois, exagéré de dire qu'il n'y avait que des blousons noirs parmi eux. Et face à tous ces jeunes qui se battaient, quel était le comportement de la police? Il a été très divers, je crois. Au début, il n'y a pas de problème. Les policiers, en général, je dis bien, ont été étonnés, abasourdis même par la volonté des étudiants de se battre, par même leur courage physique. Et quand on est policier, je suppose que ça impressionne beaucoup le courage physique de l'adversaire. Ensuite, dans toutes les manifestations, je crois qu'il faut souligner que au début, en tout cas, de chaque manifestation, les officiers de police ont essayé de maîtriser leurs troupes. J'ai vu à plusieurs reprises des officiers de police courir après leurs hommes qui poursuivaient un manifestant ou qui chargeaient peut-être un peu trop violemment et les ramener à la raison. Un peu plus tard, dans le déroulement des manifestations, j'ai même vu des officiers menacer de leur matraque ou de leur bâton leurs hommes. Mais il est certain que dans le déroulement tardif des manifestations, je parle du déroulement le plus sauvage, c'est-à-dire celui qui a lieu vers les dernières heures de la nuit ou les premières heures de l'aube, les policiers, qu'ils soient CRS, gendarmes mobiles ou policiers de la préfecture de police, échappaient plus facilement à leurs officiers, et c'est là qu'il y a eu les scènes les plus dangereuses et les plus tragiques. Vous avez assisté à des matraquages vraiment très durs. Oui, les plus impressionnants, si vous voulez, se sont produits tout le temps, durant toutes les manifestations. Les plus impressionnants, c'est quand un groupe de 4 ou 5 policiers matraque un manifestant qui est à terre et qui subissent tous ces matraquages sans pouvoir rien faire, évidemment. Le plus tragique aussi, c'est à la fin de la nuit, quand un quart de police s'arrête auprès d'un type, qu'il soit manifestant ou pas, qu'il soit passant ou non, qui s'arrête et les policiers lui sautent dessus et le matraquent. Alors à ce moment-là, il ne peut rien faire et c'est là que se sont produits des accidents très graves. Oui, parce qu'on a dit effectivement que de très nombreux passants ou des gens qui étaient absolument pas des manifestants ont été matraqués au cours de la nuit. On peut évidemment dire, si vous voulez, que pour les policiers, il est difficile de faire la différence entre un passant et un manifestant. Mais il est certain qu'à l'intérieur d'un périmètre donné, pour la police, étaient manifestants tous ceux qui se promenaient là. Donc il y a eu comme on dit dans le langage des policiers, il y a eu beaucoup de bavures. Quel était l'armement des CRS et des policiers? Je crois que le principal armement, ça a été le fusil lance-grenade. C'est ce qu'ils ont utilisé
le plus, oui, c'est-à-dire que bien souvent, les CRS en sont servis comme d'un vulgaire fusil, c'est-à-dire qu'ils ont visé, je parle de CRS, je veux parler des policiers en général, ils sont servis pour viser les manifestants. De nombreuses photos l'ont reproduit, mais moi je l'ai vu personnellement, j'ai vu des CRS qui frappaient, qui visaient à hauteur d'homme les manifestants qui étaient assez éloignés, il est vrai, mais enfin, je suppose qu'une grenade reçue sur le corps doit être assez douloureuse et doit provoquer une blessure assez grave. D'autre part, on a vu souvent des policiers ou des gendarmes mobiles ou des CRS viser les fenêtres des appartements, que ce soit boulevard Saint-Michel ou rue Gay-Lussac, parce qu'ils soupçonnaient les gens qui étaient au balcon de leur lancer des projectiles, mais il y a beaucoup de fenêtres qui ont volé en éclats parce que justement ces CRS ou ces gendarmes mobiles ou ces policiers visaient avec les fusils lance-grenades dont ils se servaient vraiment comme d'une arme pour viser. Et l'eau a été utilisée également. L'eau, bien sûr, les autopompes ont été souvent utilisées, mais elles ont relativement été freinées justement par l'amas d'instruments de toutes sortes, de barricades, de pavés, etc., qui ralentissaient leur action. Il fallait d'abord dégager les barricades pour que les autopompes entrent en action, mais les autopompes produisaient un effet assez déplorable, et j'ai vu, je crois que c'est la scène qui m'a le plus frappé dans tout ce mois de manifestation. J'ai vu boulevard Saint-Michel, alors que les policiers chargeaient, qu'il y avait 2 autopompes en batterie sur le boulevard qui avançaient lentement. J'ai vu un manifestant qui s'était déclaré un peu auparavant non violent s'avancer tout seul devant les autopompes. Le jet l'a pris en pleine face. Il s'est écroulé par terre, frappé vraiment par le jet, qui est une puissance assez considérable. Il s'est écroulé par terre, les motopompes sont avancées, et à ce moment-là, les policiers qui étaient là l'ont frappé, et lorsque 2 autres policiers l'ont ramené sur le bord du trottoir, il était vraiment inanimé, il était couvert de sang. Alors Henri, après le quart, que s'est-il passé? Alors ça a été le fameux comité d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a donc 2 rangées de policiers, et on passe chacun, on reçoit un coup de matraque de chaque policier ou un coup de pied entre les jambes, des choses comme ça. D'ailleurs, je suis retourné plus tard voir les flics du 4e et je leur ai posé la question. Ils ne semblaient absolument pas d'accord, disons, sur les brutalités après l'arrestation. Mais le comité d'accueil, c'est quelque chose qui leur semble inéluctable et ça fait partie absolument du commissariat et de l'ambiance. On ne peut pas empêcher, d'ailleurs, paraît-il que certains brigadiers ont essayé d'empêcher les brutalités, mais on ne peut pas les retenir, on ne peut pas retenir les gars qui sont là, dans la mesure où ça fait vraiment partie de n'importe quelle arrestation. Il y a toujours ce comité d'accueil qui fait partie de la tradition, dirons-nous, du commissariat. Mais qui cogne brutalement. C'est-à-dire que, normalement, chaque policier doit donner un coup. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai eu la chance d'éviter 2 coups, et j'ai pris 3 autres coups, et le dernier, c'était un coup de pied entre les jambes qui m'a été donné par derrière. Mais tous mes camarades ont reçu systématiquement, ou des coups sur la tête, ou des coups dans les hanches, mais ont reçu un coup de matraque, c'est sûr. Avec qui étais-tu dans les cellules du commissariat? Bien, nous étions à peu près une trentaine dans cette cellule et c'était des gars très très jeunes en général. Mais sur les 30 gars, il y avait peut-être 6 vrais manifestants, c'est-à-dire que les autres étaient des badauds ou des gens qui étaient venus là, qui se trouvaient dans le quartier. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression que les gars avaient été pris pour faire le nombre. Il y en avait vraiment de très jeunes. Ah oui, il y avait 3 garçons qui étaient en seconde au lycée Turgot et il y en avait un particulièrement qui avait 15 ans et qui en paraissait 13. Il était absolument pas censé être dans les manifestations, c'était impossible. Et qui avait été matraqué lui aussi. C'est-à-dire que lui n'avait pas été matraqué, mais il est quand même resté avec moi, puisqu'ensuite nous avons été transportés à Beaujon. Il est resté quand même 17 heures, les parents n'étant pas prévenus. Et l'ambiance à Beaujon? Bien, l'ambiance à Beaujon, c'est terrible dans la mesure où on essaye de vous avilir maximum au point de vue psychique. On vous dit que vous sortirez à 10h, puis ensuite on ne sort pas à 10h, alors on sort à midi. Non, on sort toujours pas à midi. À 6h peut-être, à 6h on ne sort pas. Puis à minuit moins 5, on est sûr, normalement on doit tous sortir. Et puis il y a un gars qui vient vous annoncer, non, vous êtes bon pour 24 heures encore de cellule. Et vraiment, 5 minutes après, on vous fait sortir. Donc on essaye vraiment c'est un acte absolument gratuit. Est-ce qu'on a cherché à vous faire peur également? Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que surtout à des camarades qui étaient étrangers, qui étaient traités d'ailleurs d'une façon beaucoup plus lamentable que nous. Ils étaient empêchés d'aller au petit coin, des choses comme ça. Et les gars, on leur a dit, vous n'êtes bon qu'à être mis devant un mur. Et puis le gars a fait le geste, vraiment, c'était un agent de police. Il a fait le geste, il a dit, voilà, on met un chargeur, vous êtes aligné contre le mur, et ta.
il a mimé une scène d'exécution. À ton avis, tous les jeunes qui sont passés par Beaujon sont sortis vraiment très traumatisés? Oui, je pense que s'ils étaient venus, disons, avec une idée absolument pas violente, ils sont repartis en disant vraiment les flics c'est ça, c'est terrible quoi. Je pense qu'ils sont marqués maintenant pour pas mal d'années. Hein. Ils ont vraiment vu ce qu'était la détention et ça, je pense qu'ils l'oublieront jamais. Sinon, il y a eu vraiment, il y a des flics qui sont pas trop mal quoi. Il y avait un flic qui était là, qui était technicien supérieur d'électronique et qui était en chômage et qui s'est trouvé flic. Et ce gars-là, on a parlé ensemble des problèmes d'électronique et tout ça. C'était un gars qui, visiblement, n'était pas du tout violent, hein, qui s'est retrouvé là. D'ailleurs, il y a eu quand même des gens qui étaient assez sympathiques, puisque ils ont prévenu certains parents. Et moi-même, j'ai pu discuter politique avec plusieurs. Et il y en avait certains qui avaient presque des positions plus avancées que moi sur certains points. Et toi, René, tu étais manifestant? Non, pas du tout. Non, parce que je suis chauffeur de poids lourd. Et puis, j'ai qu'une semaine, j'ai qu'une journée de repos par semaine. Et puis, c'était pour aller au coiffeur que ça m'est arrivé, ces choses-là. Comment ça? C'est-à-dire, je connais très bien le quartier latin. Et puis, j'ai habité là-bas. Et puis, je savais que le coiffeur était ouvert le lundi seulement, parce que les autres sont fermés. Et dans la rue Monge, en arrivant au coiffeur, il était fermé. Et puis je me suis dit un jour, je vais rentrer chez moi maintenant. J'ai plus rien à faire là. Et en descendant la rue Monge, pour traverser la place Maubert, j'ai bien vu des manifestations, mais c'était apparemment calme. J'ai traversé la place Maubert, et puis il y avait un groupe de CRS qui était de l'autre côté vers la statue, la place Maubert. Et puis moi qui voulais prendre le quai Pont-Saint-Michel, j'ai traversé la place. Donc il y avait un groupe de CRS qui était à environ 30 mètres. Plus que j'avançais, moi sans rien m'en douter, quoi. J'ai reçu une grenade, comme ça, au hasard. Alors ça m'a sauté aux yeux. J'ai fermé les yeux et puis il y avait une personne probablement qui a dû me prendre pour me rentrer dans un couloir. Et puis j'ai resté bien un bon moment dans ce couloir en train d'essayer d'ouvrir les yeux. J'ai tenu mes yeux, j'ai crié mes yeux, tout ça. Et puis il y avait un genre de garçon que je connais pas. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je me débrouille pour t'avoir une ambulance. Pour l'instant, je peux pas sortir parce que les CRS sont là devant la porte. Si j'ouvre la porte,
ils vont rentrer ici et puis ils vont te matraquer. Et puis moi aussi, calme-toi, ne crie pas. Et maintenant, que penses-tu des CRS après cette histoire? Maintenant, j'ai déjà pas pu les voir grand-chose. J'ai déjà pas pu les voir avant, et maintenant encore bien moins, parce que j'estime qu'ils devaient quand même reconnaître entre manifestants et puis non manifestants, surtout que j'allais vers eux, alors qu'ils auraient pu s'en douter que vraiment j'étais pour rien. Alors, mon opinion, pour moi, c'était... Enfin, c'était ce que je pense, quoi. Jackie Michelier, quel est votre métier? Je suis chirurgien dentiste. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des provocations au cours de toutes ces manifestations? Je ne sais pas s'il y a eu des provocations, mais en tout cas j'ai assisté à un certain nombre de choses qui m'ont un petit peu étonnée. En particulier des individus que j'ai vus le jour du jeudi de l'Ascension, où aucune manifestation n'était prévue, où il y avait la foule des badauds sur le boulevard Saint-Michel, et des étudiants qui étaient au niveau de la Sorbonne, qui se promenaient, qui venaient par là. Et vers le bas de la place Saint-Michel, tout un cordon de CRS qui était amassé. Et il y avait un groupe d'une vingtaine de garçons jeunes et moins jeunes qui ont essayé d'exciter la foule à se joindre à eux en criant des slogans tels que CRS, SS et autres du même genre, et qui ont lancé sur le cordon de CRS qui était massé là différents objets qui leur sont tombés sous la main, en particulier des ordures, des morceaux de grille qu'ils ont arrachés aux arbres, et qui, au bout d'une heure ou deux de ce petit manège, lorsque ça commençait vraiment à s'amasser, qu'ils avaient rallié à eux pas mal de personnes, se sont vus bloqués par le service d'ordre de l'UNEF qui est descendu à ce moment-là, en particulier avec Alain Gesmar et un porte-voix qui les a incités au calme en leur disant la manifestation n'est pas pour aujourd'hui, restez tranquilles, ça n'est que demain que ça aura lieu, qui ont joué un petit peu le jeu de l'UNEF à ce moment-là en essayant de les remettre aussi au calme. Dès que le service d'ordre de l'UNEF s'est un peu dispersé, qui ont recommencé la provocation auprès du cordon de CRS avec des gestes obscènes, en se branlant par exemple, en faisant des choses de ce genre-là. Et je dois dire que j'ai eu le temps de les observer pendant à peu près deux bonnes heures, et de bien les photographier si vous voulez dans ma mémoire, et que j'ai reconnu certains de ces provocateurs, je mets des guillemets parce que je ne sais pas exactement ce que c'était comme individu, et que j'ai pu reconnaître ces mêmes visages au moment de la manifestation je ne sais plus la date, pour le général de Gaulle, brandissant des petits drapeaux tricolores et essayant d'entraîner en fin de manifestation le groupe de gens qui se trouvaient là en criant à la Sorbonne, on va aller leur casser la figure à la Sorbonne. Vous avez l'air vraiment très mal en point. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous est arrivé? Sur le boulevard Saint-Germain, les gaullistes descendaient en commando avec leurs voitures et leurs drapeaux tricolores au vent. Et à plusieurs reprises, ils avaient essayé de pénétrer dans la foule et de bousculer des gens. Et spontanément, une manifestation s'est rassemblée là et a voulu les arrêter. Et moi, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'immédiatement, je suis passé sous une voiture. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme fracture ou comme... vous avez été littéralement écrasé par une voiture? Oui, il y a les deux roues de la voiture qui me sont passées dessus. J'ai une fracture du bassin et c'est tout. Enfin, c'est tout. Je ne sais pas encore. Je suis en consultation. On ne sait pas ce que j'ai exactement pour l'instant. J'imagine que quand vous allez sortir, vous allez réagir. Voilà, le combat continue. La seule chose, c'est de les frapper encore plus fort par tous les moyens. Nicolas Boult, vous êtes journaliste, mais un journaliste actif, puisque vous avez été, je pense, acteur au cours de ces manifestations du mois de mai. Oui, essentiellement acteur, et depuis le début, j'ai participé parce que j'ai cru que la situation l'exigeait et que ça correspond complètement aux perspectives politiques qui sont les miennes. J'ai participé depuis le premier jour aux manifestations, depuis le vendredi 3 mai, jusqu'à maintenant le développement des manifestations à Flins et autour. Alors, le fond de ma pensée, c'est que on a assisté à quelque chose d'absolument
Imprévisible autant que prévisible d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'était prévisible pour différentes raisons et que le pouvoir a fait une erreur formidable à mon avis en envoyant dans un guêpier comme est la Sorbonne, comme a toujours été la Sorbonne, sa flicaille, ses gardes mobiles et ses CRS, pour deux raisons. D'une part parce que c'était attaqué plus exactement un symbole de toujours pour les étudiants et pour le corps professoral, très divisé actuellement parce qu'il y a la réforme Fouchet qui n'attire pas tous les suffrages, et aussi c'était mettre face à face des gens relativement déterminés, encore qu'inorganisés, à des CRS qui ne savent plus se battre depuis de longues années en France. Ils n'ont pas connu d'affrontements dans la rue depuis de longues années, et ils n'ont, en tous les cas, jamais connu ce qui s'est passé. Alors, ce qui expliquerait la maladresse des CRS, et pourtant cette maladresse... Je ne considère pas qu'il y a maladresse. À vrai dire, en ce qui concerne les CRS proprement dit, je crois qu'il faut... Ils savent faire leur métier, mais ils ont un armement qui fait que la bataille est toujours très dure. Parce qu'ils se sont munis de grenades offensives, de gaz lacrymogènes, de gaz au chlore, etc. Je certifie par exemple qu'il y avait des grenades au chlore et des grenades au gaz CB. J'en ai suffisamment souffert. Et alors évidemment, ils font leur travail de manière correcte, mais c'est forcément violent, parce que les manifestants n'ont pas les moyens aujourd'hui de se protéger de ce type de grenades. Même les vieux masques à gaz traditionnels ne protègent pas réellement contre ces grenades et contre l'effet de ces grenades, ainsi que contre les pompes à eau, etc., les autopompes. Je ne crois pas d'ailleurs que les CRS aient délibérément choisi, quant à eux, quant à leur commandement propre, ces violences. Je crois que les violences ont été décidées au départ par le pouvoir, pensant qu'on allait pouvoir assez rapidement matraquer une petite fraction, une dizaine d'enragés, comme on disait à l'époque, un groupuscule qui s'est révélé être très important et très puissant et très déterminé. Puis alors, ils sont trouvés aussi en face d'une chose, c'est que, pour des raisons qu'il faudrait établir et déterminer, la jeunesse a fait preuve d'une science et d'une invention formidable, inorganisée au départ. Elle est en train de s'organiser progressivement. Des groupes se font, les uns s'occupent des boulons, les autres s'occupent de l'essence pour les cocktails. Il y a les filles qui achètent les mèches, etc. Et puis, on s'est passé un certain nombre de trucs, comment on envoie un cocktail Molotov. Moi-même, j'ai appris au cours de ces manifestations qu'un cocktail Molotov, ça s'envoyait mèche en avant et pas mèche en arrière. C'est aussi simple que ça, mais ça a compté, et toujours de l'autre côté des barricades, c'est-à-dire du côté des forces de l'ordre, on oubliait, on ne semblait pas tenir compte du fait qu'à chaque étape nouvelle franchie dans ces affrontements, eh bien, on gagnait en science et en technique de l'autre côté. Oui, mais alors, en fonction de cette organisation maintenant, vous voulez quelque chose de dur, j'imagine. Pourquoi conservez-vous un armement, disons, rudimentaire et finalement inoffensif? Enfin... Pas si inoffensif que ça, d'ailleurs. Enfin, vous avez raison. Mais pourquoi nous conservons cet armement? D'abord parce que nous n'avons pas les moyens de nous en procurer un autre. À partir du moment, d'ailleurs, où on utilise des cocktails Molotov, comme on les appelle, ça n'est plus un armement inoffensif, c'est un armement déjà assez perfectionné, puisqu'un vrai cocktail Molotov bien fabriqué est capable de faire sauter un char, lorsqu'il est bien envoyé, évidemment. Je crois que le fond des choses, c'est que, même si on sait ce qu'on veut immédiatement, dans les jours qui viennent, c'est-à-dire empêcher la trahison électorale, empêcher la mascarade des élections que la bourgeoisie nous a données, parce que ça ne l'intéresse pas, de toute façon le Parlement ne sert à rien, eh bien, il manque un parti révolutionnaire, il a manqué une organisation révolutionnaire réelle et puissante dans ce pays pour qu'on puisse espérer à un moment quelconque faire la révolution et donc s'organiser en fonction. C'est ça, je crois, le fond du problème, c'est que un fusil sorti ici ou là, et qui ne serait pas un fusil d'un provocateur gaulliste ou d'extrême droite, mais un fusil sorti par un manifestant de gauche, comme on dit, par un révolutionnaire, ça voudrait dire purement et simplement que dans la journée du lendemain, on aurait des chars dans Paris, et nous n'avons pas les moyens d'affronter cette politique-là. Je crois que vous avez fait différents stages à Beaujon et dans différents commissariats. Est-ce que vous avez été témoin de certaines scènes particulièrement brutales?
Oui, j'ai fait surtout des stages à Beaujon. J'ai été témoin de scènes particulièrement brutales, c'est indubitable. Elles sont généralement le fait de policiers isolés, c'est-à-dire qui n'obéissent pas aux consignes de leur commandement. Les commandants parfois laissent faire, parfois disent arrêter, et dès qu'ils ont le dos tourné, ça recommence. Globalement, à Beaujon, surtout, c'est là que ça a été le plus dur. Ça commence par un comité d'accueil où on se fait plus ou moins matraquer. Ça dépend si on marche vite ou pas vite. Si on laisse pas le temps au CRS de relever la matraque qui est tombée sur le dos du précédent. C'est aussi simple que ça. Et alors, si on laisse le temps, évidemment, on prend des coups. Quand on a l'habitude, et j'ai un peu l'habitude, on se fait pas trop. Moi, enfin, je veux dire, je dois le reconnaître, j'ai pas eu trop mal. Bon. Mais ce sont les filles surtout qui ont été particulièrement matraquées. J'ai vu des femmes enceintes tomber et botter durement, taper avec des crosses de CRS. Ça, c'est indubitable. On a parlé d'autres choses, mais moi, personnellement, je ne les ai pas vues. Et puis aussi, la répression, c'est des choses aussi cruelles que de maintenir un certain nombre de gens qui sont épuisés, énervés, qui ont déjà été frappés des heures durant sous le soleil et ensuite des heures durant debout à 150 dans une cellule qui, lorsqu'on peut être assis, contient 35 personnes maximum, avec des gens qui ont chaud, qui ont soif et à qui on interdit d'uriner, par exemple, et qui sont obligés de faire comme les coureurs du Tour de France, c'est-à-dire d'uriner sur place dans leurs culottes. Ça, je l'ai vu. Je l'ai moi-même fait. Il y a même une sorte de taquinerie. Je crois que vous avez des petits problèmes avec votre briquet. Oui, ça, c'est une façon. Vous savez, quand vous arrivez dans les prisons, on vous enlève un certain nombre de choses sous prétexte qu'il ne faut pas que vous vous suicidiez. Ceci dit, ça sera assez dur dans les geôles dans lesquelles on est entassé de se suicider. On vous enlève votre coupe-ongle, votre briquet, des bricoles de ce genre. Ceci dit, ça n'empêche pas les manifestants qui ont un peu de science de garder du feu sur eux, de cacher des allumettes. Bon, moi, on m'a enlevé mon briquet, puis quand je l'ai repris 3 heures plus tard, il avait été vidé. Oui, il y a un élément nouveau depuis quelques jours, avec le fait que les services de police ont dû diversifier et disperser leur implantation. À Paris, à Flins et maintenant à Sochaux, il y a des nouvelles forces qui sont entrées en lice, qui sont, d'après ce qu'on m'a expliqué, d'après ce qu'un policier lui-même m'a expliqué, des volontaires recrutés parmi différentes polices municipales de France et qui, avec une prime importante, se sont proposés pour venir casser du gréviste et casser de la pègre étudiante. Et généralement, d'après ce que j'en ai vu, en tous les cas, puisque à Flins j'ai été arrêté par cela, ils forment globalement le lumpen prolétariat de la police française, c'est-à-dire à la fois les gens qui n'ont qu'une envie, c'est de casser du rouge, et deuxièmement des anciens pieds noirs, des anciens harkis, des Corses, des gens pour qui le fric compte tellement qu'ils sont prêts à faire n'importe quelle besogne. Ça a un double inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune unité de commandement possible avec ce type d'hommes qui sont quasiment incontrôlables. Deuxièmement, c'est qu'ils ne savent pas se battre et que, comme chacun sait, ils sont très peureux. Tout mouvement, ne serait-ce que d'un manifestant pour chercher son mouchoir dans sa poche, est interprété comme une tentative soit d'évasion, soit de coup. Et à ce moment-là, le manifestant a toute chance de prendre un coup, lui, sur la tête. Enfin, je l'ai constaté, à côté de moi, pendant qu'on était fouillé, il y a un type qui a reculé légèrement parce qu'en le fouillant, on le chatouillait, c'est beaucoup dire, enfin, qui n'a pas apprécié le geste qu'on faisait, et il a été sérieusement matraqué. Et alors, il y a un autre élément assez intéressant, c'est que depuis 1 mois et demi, les forces de police sont sur le qui-vive, elles mangent dans leur car, elles jouent toute la journée aux cartes dans leur car quand elles se battent pas, elles sont très énervées, très fatiguées, elles ont été très attaquées, et alors elles ont vraiment envie de casser et de taper le maximum. Et par exemple, on a vu des scènes de CRS furieux de ne pas pouvoir casser du manifestant, et entre autres, à l'infirmerie de l'ancien hôpital Beaujon, le centre de police de Paris, il y avait hier matin, c'est-à-dire lundi matin, 3 CRS en dépression nerveuse, c'est beaucoup dire, en tous les cas en larmes, parce qu'on leur avait interdit de frapper les manifestants. Ça je l'ai vu, et c'est une chose qui est très
très important parce que, évidemment, au bout du compte, la réaction nerveuse chez eux doit jouer énormément. Jean-Jacques, quel âge as-tu? 19 ans. Tu es étudiant? Oui. Tu as vécu, je crois, les manifestations en tant que secouriste. Oui, exactement. J'étais à la faculté de médecine de Paris et nous avions organisé quelques pseudo-ambulances avec des voitures privées pour ramasser les blessés sur les manifestations. Ce que j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu par exemple la fois où la police a chargé vers Saint-Germain-des-Prés, où évidemment nous étions obligés de partir aussi vite que les autres parce qu'il n'y avait pas de distinction. Je me suis engouffré dans une petite rue et quand je suis arrivé au bout, le CRS tenait la rue. Ils étaient derrière, ils étaient devant. Je me suis engouffré dans un immeuble. Je suis monté au premier étage. J'ai eu la veine qui ne viennent pas chercher d'ailleurs parce que j'y serais passé comme les autres. Et j'ai regardé par la fenêtre de l'escalier. Il y avait une fenêtre qui donnait sur la petite rue. Ils ont eu raison du terrain très rapidement, évidemment, et ils continuaient à balancer des lacrymogènes de temps en temps. Et d'un seul coup, j'ai vu un monsieur, une cinquantaine d'années à peu près, qui était au milieu, complètement abruti par les lacrymogènes, vraiment perdu dans le brouillard. Il voyait plus rien, il avait les bras en bas, on avait l'impression qu'il était sous. Et d'un seul coup, 4 CRS se sont précipités sur lui, ils l'ont matraqué, le type s'est écroulé, il est resté là par terre. Claude, tu faisais partie, je crois, du service d'ordre étudiant et tu as été grièvement blessé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Voilà, j'étais avec des camarades à la manifestation et les flics ont chargé. Ils nous ont lancé des grenades lacrymogènes, et toxiques et offensives. Moi, j'ai vu une grenade arriver sur le groupe. J'ai mis le pied devant pour l'arrêter, pour qu'il y en ait un au moins qui reçoive des éclats au lieu de pour ça plusieurs blessés. Enfin, j'ai senti, j'ai fait un bond, je crois, peut-être d'1 mètre. Et j'ai senti, je crois que j'allais perdre mes jambes, puis surtout mon œil. Enfin, moi, j'ai l'impression que mon œil était sorti de la tête parce que tellement ça faisait mal. Et tu peux nous montrer tes jambes? Je crois que tu as également les jambes sérieusement abîmées.
c'est surtout le mollet. Là, j'ai un éclat là, qui est là. J'ai un éclat surtout là. Et surtout dans le tendon là que j'ai mal. Puis évidemment, je pèle de la peau. J'ai la peau qui sauve. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi qui ne manifestais pas, toi qui au contraire étais du service d'ordre pour éviter justement ce genre de bagarre. Ils n'avaient pas à taper comme ils ont tapé. Moi j'ai vu CRS taper sur les femmes enceintes. Moi, j'ai vu CRS qui sortaient des gens des voitures et puis qui les matraquaient. Même j'ai vu un gosse de 10 ans se faire matraquer par les flics et on ne peut rien faire. Tu n'es pas un petit peu furieux par tout ça et tu n'as pas envie de prendre une revanche? Si, moi je sais que si ça recommande, si j'ai la possibilité d'avoir un fusil ou quelque chose, moi je les fous en l'air. Julien Besançon, vous êtes une vedette du radio-reportage. Pensez-vous que les manifestations étudiantes aient été spontanées ou au contraire organisées par des commandos professionnels? Précision d'abord, je ne suis rentré d'Asie centrale que le 12 mai dans la nuit, donc je ne sais rien que de seconde main pour ce qui s'est passé avant le 12 mai. C'est donc après le 13 mai uniquement. Je ne sais rien de ce qui a pu se passer dans les états-majors, si tant est qu'il y a eu des états-majors. Mais ce qui m'a frappé, jour après jour, manifestation après manifestation, barricade après barricade, c'est effectivement et indiscutablement leur aspect au jour le jour, à la minute, à la seconde. C'est indiscutablement quelque chose qui est nouveau dans ce type quasiment insurrectionnel de mouvement de rue, quasiment révolutionnaire. On a vu des cortèges qui, à un moment donné, se sont transformés en manifestations, qui par la suite sont devenus statiques, qui brusquement ont suscité des barricades, encore faudrait-il s'entendre sur le mot barricade, car c'était souvent des barrages, et pour une barricade qui offrait quelques résistances de densité, combien n'a-t-on pas vu de barricades qui étaient aussi des tas de choux-fleurs, ou quelques poubelles, ou 3 planches en croix au milieu d'une rue? Est-ce seulement même un barrage? On ne le sait pas. Donc, dans toute la symbolique de cette affaire, il faut bien se rendre compte, à mon avis, qu'il y a là beaucoup plus de volonté de manifestation, presque intellectuelle, presque poétique, philosophique, politique, ça va sans dire. Quelle politique, ce serait trop long à expliquer, car il y a tant et tant et tant de tendances entre ceux qui passaient les pavés, qui cassaient les pancartes électorales, comme cette nuit, ou qui brûlaient des poubelles ou des voitures, que je ne sais pas de quelle politique on peut parler. C'est une politique du refus, c'est une politique de l'angoisse, mais ce n'est pas une politique qui s'étiquette exactement. Ce n'est pas une politique qui se définit par une doctrine, une méthode, des auteurs, des gens en place, des députés. C'est très différent. C'est un sentiment qui est à la fois plus large et plus restreint, mais qui a ceci de particulier, c'est qu'il est nouveau. Alors comment expliquer que on a beaucoup parlé de ces commandos organisés? Je ne dis pas qu'il n'ait pas existé. Je sais que des commandos organisés, en ce qui me concerne, au sens strict que vous venez de dire, moi, personnellement, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas s'ils n'ont pas existé. Mais ce que l'on peut voir, et je vais vous citer une anecdote, car derrière le mot commando organisé, je vois ce que vous voulez dire. Il y a par exemple des gens qui ne sont pas étudiants. Il y en avait, c'est vrai, et on en a vu. Est-ce ce que l'on a appelé la pègre ou les blousons noirs? C'est à ça que je voulais venir. Les blousons noirs, d'abord, puisque vous posez le mot, correspondent à une certaine réalité de la rue d'il y a quelques années. Cette réalité de la rue est-elle la même aujourd'hui? Là aussi, je ne sais pas répondre. Et je crois que bien peu de sociologues peuvent y répondre actuellement. Maintenant, je me souviens de tel jour. Je pense que c'était le 24 mai, boulevard Saint-Michel, vers 3 heures du matin. Et il y avait quelques jeunes gens. Les blousons noirs, je pense à ce que vous venez de dire. Et j'y pensais, moi aussi, à ce moment-là. Ils étaient en train de scier un arbre. C'était stupide. À quoi ça rimait? Les CRS étaient là. Une défense, une protection, un geste politique, scier un arbre? Moi, franchement, je vous avoue, sur l'instant et à la minute même, je ne comprenais pas. Et je pense cet exemple pour en résumer bien d'autres, bien sûr, car j'en ai d'autres. Je dois dire qu'une femme qui était à côté de moi, et que je connais, a eu le même sentiment et m'a dit « C'est idiot, pourquoi ?» Et elle est allée vers ces jeunes gens, 20 ans.
Elle leur a dit, pourquoi vous faites ça? Vous savez, un arbre, il faut 30 ans pour que ça pousse. Pourquoi vous faites ça? Ça n'a pas de sens politique. Ça n'a pas de sens contre les CRS. Quel sens cela a-t-il? Et le jeune homme qui maniait une scie à bûche s'est à peine retourné, et sur le même ton, cette femme lui avait dit ça d'une façon très spontanée et un peu affective, et sur le même ton, spontané et affectif, il lui a répondu, c'était un platane, je crois, cet arbre. Il lui a dit, les platanes, eux, ils ne mangent pas du pain. Et quand ce garçon s'est relevé et qu'il a dit cela, si avant j'avais eu peut-être quelques tendances à le considérer comme vous disiez, un voyou ou un blouson noir, ou de ces inorganisés dont on ne sait pas, eh bien, j'ai été obligé de constater qu'il y avait dans sa phrase, spontanée elle aussi, quelque chose qui allait au-delà, quelque chose qui posait un problème. Et je ne peux pas, et je ne peux vraiment pas savoir, mais ramener ça à un problème de voyou, de voyoucratie, de pègre. Je pourrais donner le nom, mais je ne le ferai pas parce que ça ne se fait pas, de tant de gens que j'ai vus qui, de par leur famille, de par leurs études, de par leur situation sociale, est-ce que cela a un sens, même en France, en 68, je ne sais pas, appartiennent à ce que l'on appelle la bourgeoisie, la Ve République, les corps de l'État. Je ne sais pas, je crois qu'il y a un trouble, qu'il y a une manifestation de ce trouble, qu'il y a une revendication de ce trouble. Mais je ne sais ni exactement d'où ça vient, ni exactement où ça va. Durant toutes ces manifestations, avez-vous été gêné pour exercer votre métier? Oui, c'est un problème qui est constant, encore à l'heure actuelle. J'ai peut-être la faiblesse de croire que c'est encore possible. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle je suis là. C'est que, quels que soient les éléments qui composent le pays, la France, ils n'ont pas été calmes dans leur jugement. Il est difficile de juger sans calme. Et c'est difficile d'avoir du calme en ce moment. Autrement dit, on a toujours tendance à reprocher aux journalistes, comme aux porteurs de mauvaises nouvelles de l'Antiquité, de lui reprocher la nouvelle qu'ils portent, qu'ils donnent. Après tout, quand on dit « il pleut », on a tendance à vous reprocher d'avoir fait tomber la pluie. On a reproché tout au cours de ces manifestations une brutalité de la part des forces de l'ordre, voire même un certain sadisme. Brutalité. Je ne crois pas que ces manifestations aient été douces à quiconque. C'est pas du tout une façon d'esquiver votre question. Pas du tout. Ceci étant, si ce que vous souhaitez de moi, c'est la condamnation d'une brutalité, je la condamne partout. Alors vraiment partout. Si ce que vous voulez de moi, c'est que je vous dise que j'ai vu plus de brutalité d'un côté que d'un autre, j'ai que deux yeux. Je sais ce que j'ai vu et je l'ai dit. Mais j'ai pas plus de deux yeux. Or, il est certain que ce que l'on appelle les forces de l'ordre, CRS, gendarmes mobiles, policiers parisiens, à plusieurs reprises ont été amenés à recevoir des ordres qui les faisaient patienter. Par là même, ils ont été tenus dans une sorte d'ébullition. Qu'en queue de manifestation, il y a eu des défoulements de leur part. J'emploie un mot presque un euphémisme. C'est vrai. J'ai vu aussi ces policiers, je me souviens d'une nuit, et je crois l'avoir dit à l'époque, où ils sont restés sans bouger toute une nuit à prendre des pavés. Je crois que cette nuit-là, ils ont eu 20 blessés. Je ne mets pas l'un en balance de l'autre. Je crois que c'est différent et que ce manichéisme n'est pas le mien. Je ne veux pas dire que les uns ont raison, les autres ont tort. Je crois qu'il y a des choses qui ont été dites, qui sont vraies. Je n'en tire pas de jugements globaux, et ça, vous ne me les ferez pas faire. Maintenant, ce qui concerne le sadisme, alors là, adressez-vous à un psychiatre. Docteur Guibal, vous êtes interne des hôpitaux psychiatriques, je crois. Oui, exactement. Qu'avez-vous vu pendant les événements du mois de mai? La première chose que j'ai vue, c'est, qui me paraît fondamentale,
c'est des ouvriers, des gens habillés en bleu de travail, en salopette, descendent des cartes de CRS et à qui on a distribué, non pas des matraques de CRS, mais des bouts de bois qu'on a coupés en deux, on leur a distribué. Et avec ces armes, ces gens ont commencé, à mon avis, à s'entraîner, à se détendre, ou à s'exercer. D'abord avec des gens en uniforme, des CRS en uniforme, et puis ensuite sur des passants qui étaient isolés dans le quartier. Et vous pensez que ces hommes en bleu étaient effectivement des ouvriers? Non, je ne crois pas. Je crois que c'était des gens habillés en bleu. Je ne sais pas qui ils étaient, mais enfin, je les ai vus s'entraîner à faire du judo avec des gens en uniforme, où manifestement ils avaient une utilisation du judo ou des passes qui était quelque chose qui signifiait qu'ils avaient un entraînement, qu'ils avaient reçu un entraînement. Alors je ne sais pas si c'était des CRS déguisés en ouvriers, des ouvriers qui participant. Enfin, c'était des gens habillés en bleu de travail et qui avaient maniement des techniques de combat. Et puis ensuite, une fois qu'ils se sont délassés, disons, ils sont montés avec d'autres CRS sur le niveau des barricades, plus haut sur le boulevard Saint-Michel. Ça, c'est la première chose qui me paraît assez importante. Oui, c'est effectivement important parce qu'il est évident que ces hommes habillés en bleu étaient peut-être effectivement des CRS habillés en ouvriers pour brouiller les cartes. Oui, moi je ne pense pas que c'était des ouvriers. Je pense que c'était une arme quelconque utilisée par les policiers là pour mettre le doute dans les esprits. Alors la deuxième chose, un peu plus tard, toujours alors que le quartier à ce niveau-là de la place Saint-Michel était très calme, j'ai vu des gens en uniforme, des CRS en uniforme, 3 amener 2 caisses, descendant le boulevard Saint-Michel, venant du boulevard Saint-Germain par là, arriver au niveau du carrefour Saint-Séverin avec des caisses dans lesquelles il y avait des chaînes. J'ai pris pour des chaînes de vélo au départ, en fait c'est des chaînes. Certains ont pris des chaînes, ont pris des gens isolés, les ont amenés dans des rues adjacentes, leur ont mis les chaînes entre les mains, sont venus au niveau du carrefour où était le gros de la troupe de CRS, en criant, en invectivant, en disant ça y est, on en a avec une chaîne de vélo, le salaud, bon, mais toutes les injures qu'on peut imaginer. Et à ce moment-là, tous les CRS du carrefour se précipitaient sur lui en disant le salaud et en le matraquant parce qu'on en avait piqué avec une chaîne. En fait, c'était une mise en scène qui ne s'explique que par le désir ou par l'envie d'augmenter une espèce d'agressivité, de rage chez les CRS. C'était un cinéma, c'était un jeu qui était joué par toute la troupe qui était là, où on mettait des chaînes dans les mains d'un type qui passait calmement et on utilisait ça pour augmenter la rage des CRS et la rage effectivement était augmentée. Comment expliquer cette agressivité justement des forces de police? Alors là, je m'adresse à vous, puisque vous êtes psychiatre, vous allez peut-être nous donner une explication. Ouais, l'explication, enfin, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de psychiatre pour essayer d'imaginer un petit peu ce qui se passe. Je ne veux pas parler de ce qui se passe sur les barricades, où l'ordre est donné à la force de l'ordre pour couvrir l'ordre. Bon, ils se heurtent à des manifestants, ils font leur devoir d'une certaine façon. Alors ça, on peut faire une critique de l'état policier, de ce qu'on voudra, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas de... Les CRS n'avaient pas à avoir peur, puisqu'il n'y avait pas de manifestants. Ils étaient installés tranquillement, ils jouaient, ils devisaient, ils plaisantaient, ils jouaient entre eux. Ils naviguaient à droite à gauche, ne sachant pas trop quoi faire, et quand passait un individu isolé, il y avait tout un jeu qui se faisait autour de la violence. Je veux dire que cette violence n'était pas motivée par une violence des manifestants ou par un ordre à remplir, mais était motivée simplement par un défoulement ou une désinhibition de l'agressivité individuelle de chacun des CRS, de chacun des policiers. Alors, l'explication, je ne sais pas, mais enfin, on peut imaginer que les gens qui rentrent dans les CRS ont des motivations individuelles pour faire ce métier où on a un uniforme, on est casqué, on a des bottes, où il y a tout un ensemble de choses qui font que les gens rentrent là-dedans pour des motivations personnelles dans laquelle l'agressivité est comprise. Docteur, au cours de toutes ces manifestations, j'ai l'impression que les filles n'ont pas été épargnées. Et alors, chose étrange, on nous a dit que dans les commissariats, il y avait un comité d'accueil qui plottait d'une main et qui frappait de l'autre. Comment expliquer tout cela? Et je pense que l'UNEF a très bien pris conscience du problème sexuel que ce comportement pose et qui est attesté par de nombreux témoignages. Dans un de ces tracts, à une manifestation, je ne sais plus quel jour,
un tract que j'ai eu sous les yeux, l'UNEF appelle les manifestants à ne pas employer le slogan CRS enculé, mais le slogan plus général de État policier. Ce qui provient qu'au niveau de l'UNEF, il y a eu une prise de conscience de ce problème, de cette problématique individuelle, sexuelle du CRS en tant qu'individu. Ce qui veut dire en clair? Ce qui veut dire en clair que quand on appelle un CRS enculé, ça a un écho chez lui suffisamment intense pour déclencher une agressivité redoublée et non pas un comportement adapté au recouvrement de l'ordre. Je peux dire que à ce moment-là, le CRS n'obéit plus aux ordres qui lui sont donnés de recouvrir l'ordre, mais obéit à des motivations personnelles qui tournent autour de son homosexualité ou de l'homosexualité du corps du groupe de CRS qui sont des hommes vivant ensemble, d'où la femme est exclue. La femme est exclue de leur métier. Et ce corps d'hommes vivant ensemble avec leurs uniformes protecteurs, leur structure psychologique, on peut assez bien imaginer qu'elle tourne autour de l'homosexualité. Ce qui fait que quand on les traite d'enculés, qui est une analyse sauvage de cette homosexualité, le CRS se transforme en sauvage individuellement. Est-ce que vous avez été tenté parfois d'aller donner ce genre d'explication aux gradés des compagnies de CRS? Oui, la nuit où j'ai assisté pendant 2h30 à ces matraquages systématiques dans une espèce de jeu sadique, j'ai assisté passivement du 3e étage d'un immeuble et passivement, c'est-à-dire que je n'ai pas pensé à ce moment-là, ou si j'y ai pensé, j'en ai pas pris conscience, ou j'ai eu peur de le faire, je n'ai pas pensé descendre et aller retrouver le commandant des CRS et lui dire qu'il y avait un psychiatre qui l'observait. Je veux dire qu'ils sont accessibles à un certain dialogue avec le public, mais au niveau de l'homosexualité, je pense que ça aurait peut-être été difficile, surtout à 3h du matin dans les quartiers isolés. François, je crois que tu as été très gravement blessé également. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé cet accident? Eh bien, c'était très simple. C'était dans la nuit de lundi à mardi, dans la rue Saint-Jacques. Il y avait un blessé qui gisait par terre, la moitié du bras arraché. Et les grenades incendiaires et offensives fusaient de partout. Il a fallu aller chercher ce type. Alors, avec 2 de mes copains, nous y sommes allés. Et nous avons ramené les garçons vers l'infirmerie. C'était juste la porte de l'infirmerie d'ailleurs. C'était pas très éloigné. Il y avait environ une 20aine de mètres à faire. Mais les flics, quand ils ont vu qu'on s'était emparé de ce garçon, ont harcelé la petite entrée de l'infirmerie d'un jet innombrable de grenades offensives. Je ne sais pas combien il y en avait, mais je crois que dans cette hécatombe, il a dû en rester une bonne quinzaine au tapis. Et j'ai vu toutes ces grenades arriver, et il est arrivé le pire. Il en est arrivé une à mes pieds. Il y a eu un mouvement de panique. J'ai glissé, et puis je l'ai vu sauter. Il n'y avait rien à faire, alors je crois que j'ai eu l'œil emporté, où je verrai définitivement plus avec. Et des multitudes d'éclats dans le bras, dans les jambes, dans le corps également. Tu crois vraiment que tu vas perdre ton œil ou tu as... C'est certain. Les toubibs s'efforcent de me prouver le contraire, mais je ne crois pas. Et quel effet ça te fait? Enfin, ça doit être affreux pour un homme jeune de savoir qu'il risque de ne plus voir. Non, ce sens, c'est que je le savais en tombant. Quand cette grenade a explosé, j'ai vu 3-4 personnes autour de moi tomber en syncope. Alors je me suis dit, tu n'as plus d'œil. Déjà, je m'étais fait l'idée que j'avais plus d'œil au départ. Alors il m'est beaucoup plus facile maintenant de penser que je le perdrai.
Je ne sais vraiment pas comment les événements vont tourner. En principe, je dois recevoir la visite d'un gars de sciences politiques qui doit me dire exactement s'il y a moyen d'attaquer le gouvernement, parce que il nous a attaqués au sein de la Sorbonne, il nous a détruits dans la Sorbonne. On n'était plus dehors à ce moment-là. Nous avions été chercher nos types, mais nous étions rentrés dans la Sorbonne avec. Et du fait que l'accident s'est passé comme ça, je crois que ça peut être défendable. Au fond de toi-même, il n'y a pas une certaine part de haine? Oh, j'ai une haine terrible contre ces flics. Plusieurs fois, ils sont montés à la charge. Quoique maintenant, je crois qu'ils commencent un peu à comprendre, parce qu'eux aussi sont concernés. Et il y a une prise de conscience de plus en plus importante chez eux. Mais ils obéissent aux ordres, ils obéissent à Grimaud. Grimaud obéit à son gouvernement et il n'y a pas de problème. Tant que tous ces salopards seront là-haut, ça se passera de la même façon.